Mes parents ont tout dépensé pour sortir mon frère de prison. Mais pour ma chirurgie, mon père a dit froidement, s'il faut en sacrifier un, mieux vaut toi que lui. Une semaine plus tard, mon geste les a plongés dans la panique. Qu'as-tu fait? A hurlé ma mère. Ma réponse? Commencer à prier. Ma mère a dépensé toutes ses économies pour payer la caution de mon frère, mais quand j'ai eu besoin d'aide, Je m'appelle Malin Pierce. J'ai 30 ans. Et le moment où j'ai cessé d'être une enfant aux yeux de mes parents a été celui où je leur ai demandé de m'aider à sauver à nouveau leur enfant préféré. Une semaine plus tôt, ils avaient vidé leurs économies pour payer la caution de mon frère et le faire sortir de prison après son arrestation au milieu de la nuit. Au moment où j'ai appelé, l'argent avait disparu, la sympathie aussi. Au moment où j'ai appelé, l'argent avait disparu, la sympathie aussi, et apparemment, toute raison de se soucier de savoir si j'entrais dans une salle d'opération ou si je continuais à vivre dans la douleur. Je me tenais dans mon appartement de Savannah, une main pressée sur le côté, écoutant mon père respirer dans le téléphone, comme si c'était moi qui le dérangeais. Puis il l'a dit, froidement, sans la moindre émotion, comme s'il devait choisir entre remplacer un pneu et jeter la carcasse. Si l'un de vous doit partir, mieux vaut que ce soit toi que lui. Ma mère n'est pas intervenue. Elle ne m'a pas défendu. Elle a juste dit, chérie, tu dois apprendre à prendre soin de toi-même. Je me souviens avoir souri, même si ma vision était devenue floue. Merci, leur ai-je dit. Maintenant, je sais exactement à quoi ressemble votre gentillesse. Il pensait que c'était la fin. Il pensait que j'allais pleurer, supplier, emprunter un peu moins à quelqu'un d'autre, puis retourner en rampant à ma place habituelle de plan de secours familial fiable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis des années, j'étais la paire de mains silencieuses qui soutenaient une plus grande partie de leur vie qu'ils ne l'admettraient jamais à voix haute. Une semaine plus tard, quelque chose que j'ai fait les a complètement paniqués. Ma mère hurlait au téléphone. Mon père avait l'air d'avoir du mal à respirer. Pour la première fois de ma vie, ils étaient terrifiés par ce que j'allais faire ensuite. Je ne suis pas né dramatique, rancunière ou avide de vengeance. Je suis devenu cette version de moi-même, une petite humiliation à la fois dans une famille où l'amour était toujours conditionnel et le pardon toujours accordé à une seule personne. Mes parents, Hélène et Douglas Pierce, possédaient une entreprise de fourniture maritime près de Savannah qui vendait du matériel aux bateaux de location, aux équipages, aux crevettiers et aux quais privés le long de la côte de la Géorgie. Sur le papier, c'était l'entreprise de mon père. Dans la vraie vie, elle ne fonctionnait pas sans que quelqu'un maintienne les licences à jour, les formulaires de conformité exacts, l'assurance commerciale renouvelée, les charges sociales déclarées et la pile infinie de contrats de fournisseurs pour l'empêcher d'être englouti tout entière. Ce quelqu'un, c'était moi. Je travaillais à plein temps comme spécialiste de la préservation pour un musée maritime, restaurant des journaux de bord, des cartes, des lettres et des registres de navigation fragiles pour qu'ils survivent aux mains négligentes. Ce n'était pas glamour, mais j'adorais ça. Il y avait quelque chose de profondément honnête à travailler avec des choses endommagées et à les aider à tenir ensemble. Et l'ironie, c'est que je passais mes journées de la semaine à préserver l'histoire et mes nuits à préserver tranquillement le présent de ma famille. Mes parents aimaient dire aux gens que j'étais la plus organisée, ce qui semblait flatteur. Jusqu'à ce qu'on réalise que cela signifiait en réalité du travail non rémunéré. Jusqu'à ce qu'on réalise que cela signifiait en réalité du travail non rémunéré. Mon frère Travis, en revanche, avait 33 ans et était toujours, d'une manière ou d'une autre, la préoccupation de tout le monde. Travis n'a jamais gardé le même emploi plus d'1 an. Il lançait toujours quelque chose, préparait quelque chose, poursuivait un grand coup. Une année, il a commencé à équiper des bateaux sur mesure, puis il s'est lancé dans la revente de pièces détachées en ligne, puis il s'est embarqué dans un partenariat de location qui s'est effondré avant la fin de la première saison. Chaque fois qu'il s'effondrait, mes parents disaient que c'était de la malchance. Chaque fois que j'intervenais, ils disaient que c'était la famille. À 30 ans, j'avais rempli plus de formulaires pour Pierce Marine Outfitting que certains gestionnaires de conformité payés en 5 ans. Mon père laissait tomber des dossiers sur mes genoux en grognant et me disait « Tu es meilleur que moi à ces bêtises de bureau ». Ma mère me transférait des emails avec des objets hurlants comme « Dernier avis » ou « Signature requise ». Et puis elle m'envoyait un texto « Peux-tu t'en occuper, ma chérie ? Tu sais comment on a l'air sinon ?» Elle m'envoyait un texto « Peux-tu t'en occuper, ma chérie ? Tu sais comment on a l'air ?
Travis était pire parce qu'il avait parfaitement appris le langage familial. Il n'exigeait jamais rien. Il faisait preuve de désespoir. Maddie, tu es la seule à avoir un cerveau dans cette famille. Maddie, aide-moi, juste cette fois. Maddie, quand je serai de nouveau sur pied, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Je m'inquiétais à chaque fois. Pour lui, pour mes parents, pour l'entreprise, pour la maison. Parce que mon nom figurait sur plus de documents que personne ne le savait. Des années auparavant, lors de la réunion, le crédit de mon père avait été affecté et leur compagnie d'assurance avait menacé de les laisser tomber. J'avais signé en tant que contact de conformité approuvé pour plusieurs renouvellements de contrats d'entreprise parce que mon père m'avait supplié en disant que c'était temporaire. Temporaire dans ma famille signifiait permanent jusqu'à ce que je crie. Je n'ai jamais crié. J'ai juste arrangé les choses. Puis ma santé a commencé à décliner. Au début, c'était des douleurs intermittentes. Puis, des épisodes assez graves pour que je m'effondre au travail et que je prétende que j'avais juste besoin d'air. Après des mois d'échographie, de tests sanguins et de rendez-vous, un spécialiste m'a dit que j'avais besoin d'une opération. Pas facultative du tout. Nécessaire bientôt. Je me souviens encore d'être assise dans ma voiture devant la clinique, agrippant le volant. Non, pas parce que le diagnostic me choquait, mais parce que ce qui était fatal pour mon opération, c'était fatal pour moi. Ce n'était pas la paix. C'était l'argent. J'avais des économies, mais pas assez. Après des années à prêter, couvrir et colmater discrètement des trous qui n'étaient pas les miens. J'ai d'abord appelé ma mère, car une partie délirante de moi croyait encore qu'une urgence médicale pourrait finalement l'emporter sur le dernier désastre de Travis. Elle a répondu en haut-parleur, et j'entendais mon père en arrière-plan demander si le type de la caution avait rappelé. C'est comme ça que j'ai appris que Travis avait été arrêté la nuit précédente, après avoir bousculé un shérif adjoint ivre devant un bar. S'enrouler dans un bar du front de mer, puis résister à l'arrestation comme un idiot qui pensait que les conséquences étaient pour les autres. À midi, mes parents avaient vidé ce qui restait de leurs économies pour le faire sortir. À 14 heures, je suis devenue la fille égoïste qui n'avait pas le temps de le faire. J'ai dit à ma mère que j'avais besoin d'aide pour couvrir la compte de mon opération. Elle n'a même pas demandé combien. Pas maintenant, a-t-elle dit. Ton frère a besoin de nous. J'ai dit, maman, j'ai besoin d'une opération. Puis mon père a pris le téléphone et a dit la phrase qui a brûlé la dernière partie tendre de moi. Si l'un de vous doit partir, mieux vaut toi que lui. Il y a des moments qui ne font pas que blesser. Ils vous réorganisent. Je suis resté là, dans mon appartement, après la fin de l'appel, une main agrippant toujours le téléphone, et j'ai compris qu'aucune version future de cette famille ne me choisirait en premier, à moins que cela ne leur coûte rien. J'aurais pu m'effondrer à ce moment-là. J'aurais pu appeler partout, demander un prêt à des amis, supplier un service de facturation d'hôpital, et continuer à agir comme si c'était juste une autre chose terrible que je devais endurer en silence. Au lieu de cela, pour la première fois de ma vie, je me suis arrêté. Vraiment arrêté. Parce que dans le choc et le chagrin, quelque chose de plus aigu avait commencé à émerger. Mes parents pensaient avoir choisi Travis au détriment de ma vie. Ce qu'ils avaient vraiment fait, c'était de me rappeler où se cachaient toutes les poutres fragiles de leur maison. Le lendemain matin de cet appel, je me suis réveillé avec une douleur dans le côté et une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. D'habitude, quand ma famille me blessait, je passais des jours à essayer de traduire cela en quelque chose de plus doux. Un peu moins acquis et stressé. Au moins, Travis était vraiment en danger. Un peu moins, peut-être que mon père ne pensait pas ce qu'il semblait dire. Cette fois, je n'ai pas gaspillé mon énergie à transformer la réalité en quelque chose de plus gentil. Il pensait exactement ce qu'il semblait penser. Ma mère était d'accord. J'avais passé des années à entretenir le flux de personnes qui me laissaient couler sans sourciller. J'ai appelé le musée pour demander un congé maladie. J'ai fait du thé que je ne buvais pas et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. Je n'ai pas commencé par la vengeance. J'ai commencé par l'inventaire. Chaque identifiant, chaque déclaration d'état, chaque portail d'assurance, chaque rappel de calendrier fiscal, chaque compte créditeur, chaque avis de renouvellement. Chaque feuille de calcul que je maintenais pour Pierce Marine Outfitté parce que mon père prétendait qu'il faisait mieux ses affaires sur l'eau que sur un écran. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade d'une manière complètement différente.
Je ne les aidais pas seulement. J'étais intégré. Mon adresse email personnelle était répertoriée comme contact principal sur plusieurs dossiers de conformité. Mon numéro de téléphone était attaché à 2 avis de l'État. Un grand assureur commercial m'avait inscrite comme agent de liaison pour la conformité opérationnelle parce que des années auparavant, mon père avait besoin d'un historique de documents impeccable pour éviter que ses tarifs n'explosent. Le système s'était formé si lentement que je n'avais jamais pris de recul pour voir le piège dans son ensemble. Si je disparaissais demain, il ne manquerait pas seulement mon travail émotionnel. Il perdrait tout accès, toute surveillance, tout rappel et toute protection en même temps. Cette pensée aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle m'a rassuré. Vers midi, ma meilleure amie Naomi Reed est arrivée avec de la soupe glacée dans un thermos. Et le genre de visage que les gens ont quand ils connaissent déjà la vérité par votre voix. Naomi travaillait comme mécanicienne d'aviation à l'aéroport régional et n'avait absolument aucune patience pour les disputes familiales quand la famille s'en servait comme d'une arme. Je lui ai tout raconté, de l'acompte pour l'opération à la caution, en passant par la sentence que mon père m'avait infligée comme si j'étais jetable. Elle a posé le thermos sur mon comptoir et a dit très calmement, « Alors arrête. » 2. Les sauver, j'ai ri parce que cela semblait trop simple. Arrête. 2. Les sauve et j'ai ri parce que cela me semblait trop simple. Je ne peux pas disparaître au milieu de tout ça. Naomi s'est adossée à sa chaise. Pourquoi pas? Parce que l'entreprise imploserait. Et alors? Je les ai regardés fixement. Naomi. Non. Sérieusement, a-t-il dit. Et alors? Elle a montré mon appartement du doigt comme si l'air lui-même était une preuve. Tu as besoin d'une opération. Ils ont préféré ces menottes à ton corps. Pourquoi continues-tu à protéger leur confort? Cette question a frappé plus fort que la cruauté de mon père, car elle m'a forcé à affronter mon propre rôle dans tout cela. J'avais passé tellement de temps à être utile que j'avais confondu l'utilité avec la valeur. Si Pierce Marine Outfitté trébuchait sans moi, je prenais cela comme une preuve que je devais continuer à le porter. Naomi voyait les choses différemment. Tu ne mets pas le feu à leur entreprise, a-t-elle dit. Tu éteins juste le feu qu'ils te demandent sans cesse de combattre. Nous sommes restés assises là pendant 2 heures à faire une liste. Pas de fantasmes mesquins. Des réalités concrètes. Je les informerai par écrit que je me retire de mes responsabilités non employées liées à l'entreprise. Je retirerai mes cartes de tous les comptes sur lesquels j'avais des frais temporaires flottants. Et j'exporterai chaque document, chaque échéance, chaque dossier existant. Et je leur enverrai un seul paquet propre pour que personne ne puisse prétendre au sabotage. Je contacterai également le bureau des licences de l'État et l'assureur non pas pour accuser qui que ce soit d'un crime, mais pour mettre officiellement à jour la structure de contact autorisée car je n'occuperai plus ce poste. Naomi m'a regardé par-dessus mon ordinateur portable et a dit que c'était suffisant pour les faire paniquer. Elle avait raison, car il ne s'agissait jamais de drame. Il s'agissait d'accès. Mes parents avaient construit leur vie sur le principe que l'accès à moi ne finirait jamais. Ils utilisaient mes compétences comme d'autres personnes utilisent l'électricité, invisible jusqu'à ce qu'elle soit coupée. Les 3 jours suivants ont été surréalistes. Je suis allé travailler. J'ai évolué avec précaution entre les présentoirs et les boîtes d'archives. J'ai souri aux visiteurs et pendant que je le faisais, j'ai élaboré le plan de sortie le plus méticuleux de ma vie. Ce soir-là, après que les analgésiques eurent atténué la douleur dans mon côté, j'ai rédigé des documents de passation plus soignés que tout ce que j'avais jamais préparé pour mon propre travail. Date de renouvellement du statut, contact de l'assureur, calendrier de paiement des fournisseurs, date d'échéance des impôts sur les salaires, numéro de licence, contrat d'approvisionnement des navires, accord de la marina, tout. J'ai créé des dossiers étiquetés assez clairement pour qu'un étranger puisse les comprendre. Puis j'ai écrit un court message à mes parents et à Travis dans le groupe de discussion familiale. Je ne gérerai plus aucune affaire commerciale, financière ou de conformité pour Pierce Martin Outfitté. Je vous enverrai tout ce dont vous avez besoin d'ici vendredi. Après cela, toute la responsabilité incombe au propriétaire. Pierce Martin Outfitté. Je vous enverrai tout ce dont vous avez besoin d'ici vendredi. Après cela, toute la responsabilité incombe au propriétaire. Travis a répondu en premier parce que, bien sûr, il l'a fait. Et, tu fais vraiment ça à cause d'une dispute? La mère m'a envoyé un texto.
Ne prends pas de décision émotionnelle quand tu es contrarié. Mon père a appelé 2 fois, puis a envoyé un texto. On parlera en personne. Ne commence pas quelque chose de stupide. Je n'ai jamais répondu. Ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était la première limite que j'avais jamais tenue sans m'excuser. Vendredi matin, une semaine après qu'ils aient payé la caution de Trévis et m'aient laissé me tordre de douleur, j'ai envoyé l'email. Ils ont payé la caution de Trévis et m'ont laissé me tordre de douleur, j'ai envoyé l'email. 17 pièces jointes, un document de synthèse, un avis de retrait officiel. Pas d'insultes, pas de supplications, pas de mise en scène. Juste des faits. À midi, j'avais retiré mes cartes de 3 comptes créditeurs et de 2 paiements de services publics automatiques liés aux opérations commerciales. À 14 heures, j'ai soumis mon retrait en tant que contact de conformité à l'assureur et au portail de l'État. Ce qui a automatiquement déclenché des demandes de suivi de la part des propriétaires. À 16 heures, ma mère m'a appelé 12 fois de suite. J'ai laissé sonner chaque appel. À 16h26, elle a laissé un message vocal me disant que la panique était enfin arrivée. Elle sanglotait si fort que j'ai failli ne pas reconnaître sa voix. « Méline, qu'as-tu fait ? Pourquoi disent-ils que la couverture doit être réexaminée ? Pourquoi demande-t-il une confirmation directe du propriétaire ? Appelle-moi tout de suite. » J'ai garé ma voiture devant le musée. J'ai écouté une fois. Et j'ai enfin compris quelque chose que j'aurais aimé savoir des années plus tôt. Les gens qui vous traitent de dramatique quand vous souffrez vous traiteront de dangereuses dès que vous cesserez de leur faciliter la vie. La véritable explosion a eu lieu le lendemain matin. J'étais à mi-chemin de mon service au laboratoire de conservation quand mon téléphone a sonné avec le nom de mon père, puis de nouveau celui de ma mère, puis Trévis, puis un numéro que j'ai reconnu du bureau d'assurance de l'entreprise. Je suis sorti dans le couloir et j'ai finalement écouté le dernier message vocal de mon père. Il était furieux, mais en dessous, je pouvais entendre la peur poindre. En dessous, je pouvais entendre la peur percer. L'assureur dit que si nous ne mettons pas cette documentation à jour immédiatement, ils ne pourront pas confirmer la couverture active pour le contrat de livraison de la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Ce que je leur ai dit, c'était la vérité. Que je n'occupais plus ce poste. Que la propriété devait désigner et vérifier un contact autorisé. Que je ne pouvais pas rester inscrite pour les questions de conformité de l'entreprise pour une opération que je ne contrôlais pas et que je ne dirigerais plus. Rien de tout cela n'était du sabotage. C'était juste l'âge adulte sans main, le travail gratuit. Je n'ai rien texté à ce sujet. Une seule phrase en retour. Je leur ai dit que je n'étais plus votre contact de conformité. Mon père a appelé instantanément. Et j'ai répondu, parce que je voulais l'entendre. Tu détruis ta propre famille à cause de sentiments blessés. Il a aboyé. Tu comprends ce que cela pourrait nous coûter. Tu comprends ce que coûte une opération. J'ai demandé. Il s'est étranglé avec ces mots. Puis une respiration plus lourde. Ne fais pas ça. Faire quoi ? J'ai dû dire ça à cause de cet appel. Je me suis appuyé contre le mur de la cage d'escalier du musée et j'ai laissé la colère se transformer en quelque chose de plus froid. C'est à propos de cet appel. C'était à propos de chaque appel, de chaque formulaire, de chaque panique nocturne que tu as jeté sur mes genoux en disant au monde que Trévis était ton avenir et que j'étais juste utile. Il a rapidement changé de tactique, comme il le faisait toujours quand l'intimidation échouait. On peut payer l'argent pour l'opération plus tard. J'ai demandé. Après que Trévis ait lancé une autre entreprise, après que maman ait manqué d'autres rendez-vous que je suis censé gérer. Après que tu aies oublié une autre date limite de dépôt et fait semblant d'être choqué qu'elle existe. Ta voix s'est durcie. Tu es vindicative. Quoi ? J'ai dit que je n'étais pas disponible. Puis j'ai raccroché. Cet après-midi-là, Naomi m'a conduite à ma consultation préopératoire car la douleur avait commencé à irradier dans mon dos et je n'avais pas confiance pour conduire longtemps. Dans la salle d'attente, pendant que d'autres personnes parcouraient des magazines et vérifiaient leur téléphone, j'ai regardé ma propre famille s'effondrer en temps réel à travers les aperçus de texte d'Evans. Ma mère. La marina ne libérera pas la retenue du fournisseur sans document d'assurance à jour. Trévis. Papa dit que c'est à cause de ton amertume. Jour. Trévis, papa dit que c'est à cause de ton amertume. Père,
tu dois venir au bureau maintenant. Puis le message qui m'a fait éclater de rire dans une pièce pleine d'inconnus. La famille doit passer avant la fierté. Naomi a jeté un coup d'œil à Marmon. Ça vient de l'homme qui a choisi la prison plutôt que la chirurgie. J'ai hoché la tête. Elle m'a serré l'épaule puis l'a laissé. J'ai hoché la tête, elle m'a serré l'épaule pour la laisser se noyer dans son propre slogan, mais la vérité c'est que je n'étais pas calme, j'étais secoué sous la surface. Il y a une énorme différence entre imaginer les conséquences et les entendre se produire. Une partie de moi voulait toujours aller directement à Pierce Marine Outfitté pour corriger les formulaires, pour tout réparer et pour reprendre le rôle qu'il m'avait confié. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'avais été conditionné à croire que l'effondrement était de ma faute si j'avais pu l'empêcher. Ce soir-là, j'étais assise seule dans mon appartement. Les yeux rivés sur mon ordinateur portable alors que la pluie tapotait contre les fenêtres. J'ai ouvert les fichiers de transfert que je leur avais envoyés. Tout y était. Chaque numéro. Chaque contact. Chaque date limite. Je ne les avais pas abandonnés. Je leur avais rendu leur propre vie. Qu'ils soient en crise maintenant était dû au fait que la responsabilité exigeait un travail qu'ils avaient toujours sous-traité à l'affection, à la culpabilité, à mon silence. Le lendemain matin, ma mère s'est présentée à mon appartement, sans prévenir. Elle avait l'air pire que je ne l'avais jamais vue. Le maquillage était maculé, les cheveux relevés à la hâte, des lunettes de soleil surdimensionnées ne parvenant pas à cacher à quel point ses yeux étaient gonflés. À la seconde où j'ai ouvert la porte, elle a essayé de me pousser. Nous devons parler à l'intérieur. J'ai bloqué l'entrée. Non, nous pouvons parler ici. Elle m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Méline, arrête ça, s'il te plaît. Ton père est en train de perdre la tête. Travis ne fait qu'empirer les choses. Nous avons juste besoin de ton aide pour quelques jours jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Quelques jours ? C'était la phrase familiale qui construisait des prisons. Non, j'ai dit, vous avez tous les documents dont vous avez besoin. Elle a baissé la voix. Eric, ils refont la couverture parce que tu es parti sans prévenir. J'ai failli rire. J'ai envoyé une remise complète et un avis formel. C'est un avertissement. Elle a pressé une main sur sa poitrine, comme si elle allait pleurer à nouveau. Mais les larmes ne m'ont pas ému, comme avant. Tu sais que ton père ne peut pas gérer ses affaires administratives. Alors peut-être qu'il ne devrait pas avoir une entreprise qui en dépend. C'est arrivé. Son visage est resté figé un instant, la douceur s'estompant selon la dépendance. C'est arrivé. Mon visage est resté figé un instant, la douceur s'estompant. C'est à cause de Travis. Non, j'ai dit que c'était à cause de vous deux. Elle a tenté une dernière fois. Il a fait une erreur. C'est ton frère. Elle sait comment avancer juste assez pour qu'elle doive me regarder directement. Et je suis ta fille. Celle à qui tu as dit de poids, qu'elle doit être obligée de me regarder directement. Et je suis ta fille. Celle à qui tu as dit de prendre soin d'elle-même. Elle a ouvert la bouche, mais il n'y avait plus rien à dire parce que nous connaissions toutes les deux la vérité. Elle avait choisi. Mon père avait choisi. Travis avait toujours été le fils qui valait la peine d'être sauvé. Et j'avais toujours été la fille attendue. Elle est partie sans me faire de câlin, sans s'excuser, sans me demander comment j'allais souffrir. 1 heure plus tard, la panique s'est intensifiée. Mon père a envoyé une photo d'un avis de retenue, attaché à un contrat de livraison bloqué. Travis m'a envoyé des messages vocaux m'insultant de faire passer tout le monde pour un idiot. Puis, juste avant le coucher du soleil, ma mère a de nouveau appelé et cette fois, elle hurlait. Pas en pleurant, en hurlant. Que as-tu fait? Comment peux-tu? Je l'ai laissé s'épuiser avant de répondre. J'ai dit doucement, vous feriez mieux de commencer à prier. Je n'avais pas prévu cette réponse. À l'avance, elle est sortie calme et glaciale parce que, pour la première fois de ma vie, c'était eux qui faisaient face à un avenir qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai raccroché, posé le téléphone et réalisé que mes mains ne tremblaient plus. La peur était partie. Elle ne vivait plus en moi. Elle vivait en eux. 2 jours plus tard, mon père a exigé une réunion de famille au bureau. Il m'a envoyé un texto disant que j'avais jusqu'à 18 heures pour cesser d'agir comme l'ennemi et venir expliquer. Je l'ai ignoré pendant 1 heure,
puis j'ai décidé d'y aller pour une seule raison. J'en avais assez qu'on parle de moi comme d'un dysfonctionnement plutôt que d'une personne. Naomi a insisté pour me conduire. Tu ne vas pas entrer seul dans ce bâtiment en attendant ton opération et pendant que ton frère s'effondre, a-t-elle dit. Elle s'est garée devant Pierce Marine Outfitté et m'a dit qu'elle serait à 3 mètres si les tensions commençaient à monter. Et je l'ai cru, ce qui m'a aidé. Le bureau était derrière le magasin, derrière une porte voilée qui ne fermait jamais complètement, entourée d'étagères remplies de cordes de radio marine, de kits de fusées éclairantes et de classeurs, de catalogues usés par les intempéries. Ça sentait la poussière, le sel et le stress. Mon père était déjà à l'intérieur, faisant les 100 pas. Ma mère était assise à son bureau, un dossier ouvert devant elle, comme si elle pensait que la paperasse elle-même pouvait me faire honte et me faire rentrer dans le rang. Un vis était appuyé contre le classeur, avec la posture arrogante d'un homme qui n'avait jamais vraiment eu à payer quoi que ce soit. Il ressemblait moins à quelqu'un qui venait de se faire payer sa caution qu'à quelqu'un qui s'ennuyait des crises des autres. C'est comme ça. J'ai failli tomber. Mon père a commencé à la seconde où je suis entré. Assieds-toi. Je suis resté debout. Dis ce que tu avais à dire. Il a montré le dossier du doigt. À cause de toi, notre assureur a signalé la police commerciale. À cause de toi, la marina a retardé l'ordonnance de McCreary. À cause de toi, le portail Téléta demande une désignation de conformité directe du propriétaire au milieu de notre trimestre le plus chargé. À cause de moi, ai-je répété. Non. À cause des années où tu m'as laissé faire ton travail. Travis a levé les yeux au ciel. Bon sang, il m'a dit, tu agis comme si tu avais construit toute l'entreprise. Je me suis tourné vers lui si vite que même lui s'est tu. Je l'ai rendu légal. Et ça, c'est plus que ce que tu as jamais fait pour elle. Ma mère a essayé d'arrondir les angles. Personne ne dit que tu n'as pas aidé. Le mot m'a semblé comme une gifle. Aider, c'est ce que quelqu'un fait une fois. C'était du travail. Pendant des années. Mon père a frappé du poing sur le bureau. Tu n'avais pas le droit de venir ici et de dire que tu as été exploité. Alors comment appelleriez-vous ça? J'ai demandé. Parce que je peux vous dire comment je me sentais. Je me sentais comme la personne qui s'occupait de vos permis, de votre assurance, à jour, de vos échéances fiscales, respectées, de vos dossiers, de vos fournisseurs organisés et contenus. Le désordre de votre fils pendant que vous agissiez tous comme si je devais être reconnaissante d'être utile. Travis a repoussé le placard. Je ne t'ai jamais demandé d'être obsédé. Naomi, invisible à travers la fenêtre du bureau à l'extérieur, pressée par l'incrédulité, je l'ai ignoré. Eh bien, tu m'as juste demandé de tout arranger à chaque fois que tu mettais le désordre. Ma mère s'est finalement levée. Méline, s'il te plaît, baissons la voix et regardons-les. Et quelque chose en moi s'est brisé d'une manière totalement différente. Vous ne m'avez toujours pas demandé comment j'allais. Silence. Mon père a détourné le regard, c'était évident. Tavis s'est déplacé mal à l'aise. Ma mère a cligné des yeux. Mon opération? J'ai dit. Mon corps, ma douleur, la chose pour laquelle je vous ai appelé avant que papa ne dise qu'il valait mieux que je meure plutôt que Travis ne subisse les conséquences. Le visage de mon père s'est à nouveau durci. Je n'ai pas dit mourir. Si l'un de vous devait partir, ce serait mieux toi que lui. Il n'a rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Ma mère a pris une inspiration tremblante. Nous étions sous pression. Toi plutôt que lui. Il n'a rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Ma mère a pris une inspiration tremblante. Nous étions sous pression. Moi aussi. Nous ne voulions pas dire que tu en avais assez. Travis a croisé les bras. Tu fais sérieusement exploser l'entreprise familiale à cause d'une seule phrase pourrie. Et je me suis approché de lui plus que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Non, Travis. Je me suis retiré à cause de lui plus que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Non, Travis. Je me suis retiré parce que je l'ai enfin cru. Il a ri, mais son rire était plus léger maintenant. Tu penses que les papiers de papa sont plus importants que la famille? Je pense que la famille aurait dû compter avant que j'aie besoin d'une opération. Cette pièce avait entendu des milliers de disputes sur l'argent, les stocks, les fournisseurs et les dettes.
Mais je ne pense pas qu'elle ait jamais entendu quelqu'un dire la vérité à voix haute. Le visage de mon père est passé de la colère à quelque chose de plus dangereux. L'humiliation. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé. C'était ça. Pas ce dont tu as besoin. Pas à propos de ce que nous avons fait? Qu'est-ce que tu veux? Comme si c'était une négociation plutôt qu'une blessure. J'ai répondu honnêtement. Je veux sortir. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. Quoi? De tout ça. L'entreprise, les obligations silencieuses, les appels d'urgence, l'idée que ma vie vous tue. Mon père a ricané. Tu es mélodramatique. Non, j'ai dit, je suis en retard. Puis je leur ai dit ce que mon avocat avait déjà commencé à préparer. Je ne me retirais pas simplement de mes obligations informelles. Je voulais que mon nom soit retiré de tous les dossiers de conformité, de la conformité active de l'entreprise, de toutes les polices, de tous les prêts qui m'avaient été assignés. Parce qu'il était plus facile de m'utiliser que de me respecter. Si cela entraînait des retards, des examens de propriétaire ou une requalification, cela faisait partie de la prise de conscience de la réalité, pas de la punition. Mon père m'a regardé comme si j'étais devenu quelqu'un d'inconnaissable. Un peu moins que oui. Ma mère s'est assise lentement, comme si ses genoux s'étaient affaiblis. Travis marmonna, c'est de la folie. Je l'ai regardé et lui ai dit la partie silencieuse qu'il avait évitée toute sa vie. Non, la folie c'est de se faire arrêter et d'être toujours l'investissement le plus sûr de cette famille. Personne n'a eu de réponse à ça. Je suis sorti avant qu'il ne puisse se ressaisir et me lancer de nouvelles accusations. Naomi a ouvert la portière passager avant que j'atteigne la voiture. À quel point c'était grave, a-t-elle demandé. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité avec précaution et j'ai regardé à travers le pare-brise l'enseigne délavée de l'entreprise que mon père aimait plus que la plupart des gens. Pire que je ne le pensais, ai-je dit. Puis, après une seconde, c'est mieux aussi. Parce que pour la première fois, je leur avais parlé dans le langage de la vérité plutôt que dans celui de la survie. Et une fois que la vérité est dite à voix haute dans une pièce comme celle-ci, elle ne retourne pas dans les murs. Mon opération a eu lieu 3 jours plus tard, non pas parce que ma famille m'a aidé, mais parce que Naomi m'a harcelé pour que je demande un plan de paiement à l'hôpital. Mon superviseur du musée m'a discrètement avancé une partie de mes congés payés. Et j'ai finalement fait ce que ma mère m'avait dit de faire, de la manière la plus cruelle possible. J'ai pris soin de moi-même. Le matin de l'intervention, je m'attendais à avoir peur de la salle d'opération. Au lieu de cela, ce qui m'a le plus frappé, c'est le chagrin. Pas pour mon corps, pas pour la famille que j'essayais sans cesse de ressusciter dans ma tête. Celle où une mère reste un père protecteur, un frère ressent de la honte au lieu de se sentir en droit, cette famille n'allait jamais venir après l'opération. La douleur s'est estompée le premier jour en fragments de lumière blanche de couverture d'une infirmière ajustant ma perfusion de la voix de Naomi me disant de ne pas bouger comme une idiote. Mes parents m'ont envoyé un texto une fois que ma mère a entendu que tout s'était bien passé après nous devons revoir les problèmes commerciaux quand tu seras de nouveau sur pied. Non, ça va. Non, je suis désolé. Non, nous avions tort. Juste de la logistique. Ce message a guéri quelque chose en moi plus vite que n'importe quel médicament. La guérison m'a donné trop de temps pour réfléchir, ce qui s'est avéré utile. Pendant que j'étais allongé sur mon canapé avec des mouvements prudents et trop de ginger ale, les conséquences de leur côté continuaient de se multiplier. L'assureur a exigé un examen direct de la propriété avant de confirmer la classification opérationnelle continue. Un fournisseur a suspendu les conditions de paiement net en attendant une autorisation de contact mise à jour. La marina a retenu une commande de grande valeur jusqu'à ce que Pierce Marine Outfitté puisse prouver sa couverture et l'alignement des signataires. Mon père a laissé des messages vocaux de plus en plus frénétiques pour tout cela. Mais la vérité était plus dure et plus simple. Le système était construit sur une personne travaillant gratuitement, dans l'illusion que la gratitude finirait par arriver. Une fois que cette personne s'est retirée, tout a révélé son véritable état. Pevier a été le premier à s'effondrer publiquement. Il s'est présenté chez moi un soir humide, sentant le parfum et la colère, frappant à la porte. Si fort que Naomi, qui était passée avec des courses, a attrapé son téléphone. A attrapé son téléphone avant même que je ne me lève. Et j'ai ouvert la porte parce que j'en avais assez d'avoir peur des gens qui auraient dû m'aimer. Travis a regardé la tête chirurgicale sur la chaise à côté et a jeté un coup d'œil à mon visage.
pâle et toujours à commencer à se demander. Papa, il dit qu'on pourrait perdre le contrat Macquarie. J'ai jeté un coup d'œil à mon visage pâle et j'ai quand même commencé à me demander. Papa, il dit qu'on pourrait perdre le contrat Macquarie. Alors papa aurait dû apprendre le système qu'il a, ai-je dit. Tu as l'air folle. Oh, a-t-il rétorqué. Tu agis comme une martyre parce que maman et papa essayaient de me sauver. Je l'ai regardé fixement. Tu m'entends? J'ai fait une erreur. Naomi, depuis la cuisine, a crié. Se faire arrêter à 33 ans n'est pas une erreur d'adolescent. Il l'a ignoré et s'est approché. Tu as toujours détesté qu'il ne m'aime plus. Cette phrase m'aurait terrassé un mois plus tôt. Maintenant, elle a juste tout clarifié. Non, j'ai dit, j'ai détesté qu'il t'ait appris que l'amour devait me coûter. Il a vraiment tressailli. Eh bien, tu penses que tu es puni? Il a dit, tu punis tout le monde. Non, oui, j'ai dit. Je refuse de cautionner ce mensonge. Il m'a demandé si je voulais qu'il aille en prison, si je voulais que mon père soit ruiné, si je voulais que ma mère soit malade de stress. C'était un défilé de conséquences qu'il s'attendait à ce que j'absorbe sur commande. Je lui ai dit la même chose que j'avais finalement apprise moi-même. Ce qui se passe quand je me retire n'est pas la même chose que ce que je t'ai fait. Ce qui se passe quand je me retire n'est pas la même chose que ce que je t'ai fait. Il est parti en trombe, donnant un coup de pied dans la rampe en descendant les escaliers de l'appartement comme un enfant trop grand. 2 jours plus tard, ma mère a appelé et, pour la première fois, elle avait l'air vieille. Pas polie, pas blessée, pas manipulatrice. Juste fatiguée. Je ne sais pas comment réparer tout ça, a-t-elle admis. Cela aurait dû m'adoucir. Dans une autre vie, cela l'aurait fait. Mais j'avais appris à écouter ce qui n'était pas dit. Elle ne disait toujours pas je suis désolé. Elle ne me demandait toujours pas comment allait ma convalescence. Elle voulait de l'aide déguisée en vulnérabilité. Alors, engager des gens. C'est ce que font les entreprises quand elles ont besoin de travailleurs. Elle a expiré d'une voix tremblante. On ne peut pas se le permettre maintenant. Vous ne pouviez pas vous permettre le gratuit non plus. J'ai répondu et raccroché. Le véritable tournant est survenu une semaine plus tard lorsque mon avocat m'a envoyé un email pour me tenir au courant. Au cours du processus de suppression de mon nom de certains dossiers, il avait découvert que mon père avait continué à m'inscrire comme agent de liaison de conformité actif sur un renouvellement, même après que je lui ai dit à plusieurs reprises que je voulais partir. Ce n'était pas un rebondissement de thriller policier bidon. C'était pire, mais d'une manière crédible, un droit de routine. Il avait simplement supposé que mon consentement était permanent, car il avait toujours été disponible auparavant. Peut-être que cette découverte m'a retourné l'estomac. Elle a aussi mis fin au dernier petit fil de culpabilité que je portais. Je n'exagérais pas. Et j'avais été traité comme un outil assez longtemps pour que la propriété elle-même apprenne à oublier que les outils peuvent partir. La lettre de mon avocat qui a suivi était claire, formelle et dévastatrice. Toute utilisation continue de mon nom, de mes coordonnées ou de toute autorisation implicite dans les dossiers de l'entreprise serait immédiatement contestée. Le propriétaire devait certifier précisément toutes les désignations actives. Fini les zones grises. Fini les madis qui s'en occupent. Quand cette lettre est arrivée, mon père a cessé de m'appeler pendant près de 2 jours entiers. Le silence était comme le temps après une tempête, lourd et étrange. Puis ma mère a envoyé un seul message. Elle était définitivement plus concentrée que je ne le pensais. Je l'ai regardée pendant longtemps parce que c'était la chose la plus proche de la reconnaissance que j'ai jamais reçue. Pas d'excuses, pas assez. Mais la vérité. La vérité. Finalement, dans ses propres mots, je n'ai pas répondu. À la fin de cette semaine, je pouvais marcher un peu mieux. Je pouvais rester debout assez longtemps pour cuisiner des œufs. Je pouvais respirer sans avoir à me préparer à ce que ma famille transforme chacun de mes besoins en une preuve contre moi. Et quelque chose d'autre avait aussi changé. La vengeance, ai-je réalisé, n'était pas la satisfaction hurlante que j'avais imaginée quand mon père a dit pour la première fois que j'étais la personne sacrifiable. C'était calme, plus froid, plus complet. C'était de regarder les gens assumer le poids des responsabilités qu'ils m'avaient toujours imposées et de réaliser que je n'étais plus en dessous d'eux. L'effondrement final ne s'est pas produit en une scène glorieuse. Il s'est produit comme les conséquences réelles le font habituellement,
par accumulation. Le contrat Macruy a finalement été attribué à un autre fournisseur après trop de retard. Mon père a réussi à résoudre une partie du problème d'assurance en payant plus cher pour des conditions moins favorables. Ce qui l'a rendu furieux parce que ce que je faisais gratuitement devait maintenant être remplacé par de l'argent. Ma mère a manqué 2 suivis médicaux qu'elle avait autrefois déclaré ne jamais pouvoir suivre sans moi. Et pour la première fois, j'ai laissé cela être son problème. Un vice dépouillé de son excuse favorite selon laquelle tout le monde avait juste besoin de mieux le soutenir a mis fin à une autre entreprise à moitié cuite en moins de 2 mois et est retourné vivre dans la maison de mes parents. Ce qui a finalement permis à mon père de voir ce que je voyais depuis des années. Pas un fils incompris, mais un abîme à échelle humaine. La nouvelle s'est répandue tranquillement dans notre quartier de Savannah, car les entreprises du secteur maritime aiment les ragots encore plus qu'elles n'aiment paraître le contraire. Les gens ont appris que Pierce Marine Outfitted avait perdu des contrats clés. Les fournisseurs ont resserré les conditions. Mon père a cessé de se vanter au Dockside Diner. Ma mère a moins publié, a moins souri et n'a plus jamais dit à personne que sa famille était toujours là pour les autres. Environ 6 semaines après mon opération, elle a demandé si elle pouvait me rencontrer pour prendre un café. J'ai failli dire non. Puis j'ai réalisé que je voulais entendre ce que la vérité avait à dire, après que le confort lui abandonnait. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit calme près de Forsyth Park par un matin gris qui sentait les arbres mouillés et l'expresso. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, pas physiquement, mais structurellement, comme si un échafaudage interne avait été enlevé. Elle ne savait plus comment se comporter dans la forme qu'elle était si facilement habituée à porter. Pendant un moment, elle a juste tenu sa tasse et a regardé la vapeur disparaître. Puis elle a dit, « Ton père pense toujours que tout cela est dû à ta colère. » Je n'ai rien répondu. Et elle a continué. « Je sais mieux maintenant. » Ce n'était pas suffisant, mais c'était plus qu'elle ne m'avait jamais donné. J'ai demandé. « Et toi ?» Elle a hoché la tête une fois, les yeux rivés sur la table. « Nous avons construit toute notre vie en espérant que tu compenserais ce que nous laissions tomber. » C'était la phrase que j'avais méritée des années plus tôt. Elle a dit que mon opération aurait dû passer en premier. Elle a dit que mon opération aurait dû passer en premier. Elle a dit qu'elle le savait depuis le moment où elle m'avait vu au bureau et qu'elle n'avait toujours pas pu résister à me demander de nettoyer leur désordre avant de me demander si j'allais bien. Elle a dit que Travis avait été autorisé à échouer tellement de fois qu'aucun d'eux ne pouvait plus faire la différence entre le sauver et le rendre possible. J'ai écouté parce que j'avais désiré ces mots depuis si longtemps. Mais vouloir des mots et leur faire confiance sont 2 choses différentes. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? J'ai demandé. Elle a finalement dit. Parce que je pensais que si j'en avais autant, tu aurais regardé. J'ai apprécié l'honnêteté plus que toutes les fausses excuses qu'elle aurait pu mémoriser. Mon père ne m'a jamais donné ça. Il m'a envoyé un texto. Cinglant 3 jours plus tard. Ta mère me dit que je te dois des excuses. Je suis désolé de la façon dont les choses ont été dites. Voix passive. Pas de prise de responsabilité, pas de mention de l'opération, pas de reconnaissance du choix de Travis. C'était tout à fait lui. Même dans la contrition. Travis ne s'est jamais excusé, pas du tout. Il m'a envoyé un dernier message des mois plus tard pour me demander si je connaissais quelqu'un qui pourrait l'aider à se lancer dans le conseil en logistique. Et c'est tout, j'ai tellement ri que j'ai failli pleurer. Puis j'ai bloqué son nouveau numéro. Le temps a fait ce que la confrontation n'a pas pu faire. Il a rendu la mythologie familiale impossible à maintenir. Mes parents ont dû engager de vrais professionnels pour faire une fraction de ce que je faisais autrefois en silence. Ils ont dépensé de l'argent réel en soutien comptable, en vérification de conformité et en nettoyage juridique. Chaque chèque qu'ils signaient était un rappel que je n'avais pas aidé un peu. Oh oui, un peu. J'avais porté un fardeau structurel. Et une fois que vous connaissez le coût de quelque chose, il devient beaucoup plus difficile de rejeter la personne qui le fournissait gratuitement. Quant à moi, la guérison est venue par étapes inégales. Physiquement, je suis devenue plus forte. Je suis retourné au musée à temps partiel, puis à temps plein. Je suis resté plus longtemps aux tables de laboratoire. J'ai restauré un journal de navigation endommagé de la guerre de sécession, j'ai pris mon café sur les marches du musée au soleil du matin. Et j'ai lentement retrouvé un corps qui me ressemblait, au lieu d'être une facture que ma famille ne voulait pas payer. Émotionnellement, la guérison a été plus étrange.
Il y avait des jours où je me sentais triomphante. Il y avait des jours où je pleurais comme si quelqu'un était mort. Parce que c'est. D'une certaine manière, il n'y avait pas mes parents vivants. Mais la version fantasmée que j'essayais sans cesse de gagner, laisser partir cette version m'a fait plus mal que n'importe quelle opération. Mais cela m'a aussi donné l'espace pour construire quelque chose de mieux. Naomi a dit un soir, en mangeant à emporter sur mon canapé, tu sais ce qui est le plus effrayant, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est que tu as appris que tu pouvais partir. Elle avait raison. Ma vengeance n'était pas de les détruire. Je ne l'ai pas fait. Leurs propres habitudes, leur déni et leur favoritisme ont fait ce travail bien avant que je ne prenne du recul. Ma vengeance a été d'avoir enfin cessé de traduire leur cruauté en devoir. J'ai cessé de donner ma vie pour des gens qui voyaient ma douleur comme un inconvénient. J'ai cessé de confondre être utile avec être aimé. Et le plus étrange, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, l'espoir est revenu sous une forme en laquelle je croyais vraiment. Pas l'espoir que ma famille se transforme en quelque chose qu'elle n'a jamais été. L'espoir que je pourrais construire une vie où ma valeur ne serait pas mesurée par la quantité d'effondrement que je pourrais absorber sans me plaindre. Alors Anne, si vous voulez une fin heureuse où tout le monde change, mon père pleure, Travis devient sobre et ma mère devient la mère que j'ai toujours voulu, je ne peux pas vous la donner. La vraie vie est plus dure et plus utile que ça. Ce que je peux vous donner, c'est ceci. Ils ont finalement appris le coup de mon absence. Et j'ai finalement appris que laisser les gens ressentir ce coup n'est pas de la cruauté. Parfois, c'est la première chose honnête que la négligence émotionnelle, représentée par les parents et le frère. Leurs actions les rendent profondément frustrants car ils privilégient la commodité à la compassion et la loyauté à l'équité. Ce qui les rend mémorables, c'est la manière réaliste dont ils montrent les dommages que des dynamiques familiales brisées peuvent causer. Pourtant, la leçon la plus significative est positive. La cruauté des autres ne devrait jamais décider de votre valeur. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas la vengeance par la colère, mais la croissance par le courage, le respect de soi et les limites. Finalement, se choisir soi-même peut être le début de la guérison, de la sagesse et d'une vie meilleure.